Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique nos analyses graphiques sur les données publiques au sujet du Covid-19. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la base de décision du conflit entre les gynécologues et le conseil de vacciner des femmes enceintes contre le Covid-19 à travers des données statistiques et des études. Nous allons comparer la situation en Allemagne et en Suisse. Un article du journal suisse Blick nous présente le problème d'un point de vue très unilatéral. Le titre assimile déjà les gynécologues qui émettent des critiques sur la vaccination à des opposants à la vaccination, et la référence au fait que les vaccins à ARNM sont peu étudiés est assimilée à une théorie de conspiration et à de la calomnie. Il se pourrait à ce stade que la mention d'une évaluation critique des médecins se réfère à l'étude de l'essai de phase 3 visant à évaluer la sécurité et la tolérance du vaccin Covid-19 par la société BioNTech, qui a explicitement exclu les femmes enceintes et allaitantes du plan d'étude de cet essai d'approbation décisif, et sur la sécurité duquel aucune conclusion n'a donc pu être fournie par le fabricant. La proportion de professionnels de la santé suisse critiques qui ont signé un moratoire sur les vaccins à ARNM est réduite dans l'article du Blick d'un nombre initial de 958 professionnels en tout à seulement 136 médecins signataires qui se présentent apparemment comme une modeste minorité de 0,32% du corps médical, pour ainsi dire comme des irréductibles à la portée exagérée, et qui, selon les rédacteurs du Blick, provoquent ainsi par négligence des risques importants de Covid pour les femmes enceintes. Très justement, il note que c'est le travail du médecin d'instruire ses patientes avec soin et d'une manière médicalement correcte et de leur montrer la probabilité des risques. Toutefois, cela s'applique aux risques de maladie ainsi qu'aux risques de vaccination, ce qui est ici omis. Le point de vue de l'OFSP, qui était encore valable le 11 septembre, selon lequel les femmes ne devraient être autorisées à se faire vacciner qu'en cas de risque spécifique, est également remis en question. À noter, ce point de vue est contesté par les experts. Ceux qui ont l'impression que les médias exercent une pression sur les décideurs malgré l'état controversé du débat ne se trompent pas. Il semble bizarre que même un haut niveau d'éducation ne soit pas une défense contre les théories du complot. Nous traitons donc des complications qui surviennent lors de l'utilisation de la recherche factuelle et de l'analyse des données lorsque l'on inclut le haut niveau d'éducation acquis par les études, en particulier pour les gynécologues. Les 300 000 infirmières hautement qualifiées qui s'opposent fermement à leur propre vaccination obligatoire en France, en dépit de cette obligation imposée par la loi au personnel médical, prouve que les dissidents suisses critiques envers le vaccin ne sont pas les seuls parmi les médecins et le personnel infirmier. Étant donné qu'ils constituent un élément indispensable du système de soins de santé, la question se pose de savoir si l'obéissance peut être imposée par la répression ou si une évaluation rationnelle des motifs ne serait pas en fin de compte plus apte à susciter le rapprochement nécessaire pour résoudre le conflit par le dialogue. Mais existe-t-il une certitude dans la prise de décision et le conseil aux femmes enceintes dans les directives et recommandations? Une ligne floue apparaît aussi dans la chronologie de la discussion sur la recommandation de vaccination pour les femmes enceintes. Les sociétés de gynécologie et de pédiatrie de Stuttgart ont indiqué le 4 mai qu'elles soutiendraient la vaccination des femmes enceintes, mais que l'absence de recommandation de la STIKO rendrait sa mise en œuvre pratique impossible. Pour leur part, ils sont d'avis que les vaccins à ARNM sont sûrs. L'absence de recommandation de la part du comité permanent de la vaccination semble être moins une question d'évaluation professionnelle solide qu'une question d'assurance de la responsabilité des médecins. C'est pourquoi il est probablement considéré comme approprié de faire pression sur la STIKO pour décision prévue d'approbation de vaccination en publiant cette déclaration dans les médias. Après une période de réflexion apparemment longue de 4 mois, le communiqué de presse annonçant une recommandation de vaccination contre le Covid-19 est paru le 10 septembre sur le site internet du RKI. Ce site dépend du ministère fédéral de la Santé. Cette annonce rend compte d'une décision qui doit encore être soumise à la procédure de consultation prescrite. L'annonce et la présentation du communiqué de presse ne laissent cependant aucun doute sur l'issue attendue de la procédure de consultation, qui est dégradée à une formalité
et doit finalement donner l'impression que la mise en œuvre peut maintenant commencer immédiatement. La base de la recommandation modifiée de la STIKO serait l'examen systématique des données sur les cours de Covid-19 pendant la grossesse, sur la question d'un éventuel bénéfice de la vaccination et celle de la sécurité du vaccin. Il est prudent de noter qu'un changement de recommandation est toujours possible à l'heure actuelle. Sur sa page Embryotox sur la sécurité des médicaments pendant la grossesse, la Charité de Berlin fait également référence à la recommandation de la STIKO, qui est toujours en cours de discussion et qui a aussi au préalable été réclamée avec insistance par les associations de gynécologues. En Suisse, 4 jours après la publication en Allemagne, la recommandation pour la vaccination Covid-19 pendant la grossesse et l'allaitement est également publiée, impliquant l'Office fédéral de la santé publique, la Commission fédérale pour les questions de vaccination et l'Association des gynécologues SGGO. En référence à 5 études, l'augmentation des données internationales sur la vaccination des femmes enceintes est justifiée comme critère pour le passage de l'ancienne recommandation différenciée pour des indications spécifiques, pour lesquelles une prescription médicale et une déclaration écrite de consentement étaient requises, à une recommandation générale de vaccination. La particularité des nouvelles données, qui peuvent être surprenantes compte tenu de l'exclusion antérieure des femmes enceintes de la campagne de vaccination, est directement relativisée dans la phrase suivante, qui souligne que les données ne sont pas suffisantes pour déterminer le moment optimal de la vaccination. Comme critère décisif de décision, le risque particulier des femmes enceintes pour une évolution sévère de Covid-19, avec un risque plus élevé de soins intensifs, d'intubation et de mortalité, est souligné en gras dans le préambule de l'article et il est fait référence à l'étude Alloté de septembre 2020. Étant donné que la date de publication ne peut pas être le facteur décisif d'une modification de la situation des données, 4 autres études de 2021 sont ajoutées sans présenter leurs déclarations plus en détail. Les nouvelles recommandations font donc référence à la vaccination à partir du 2e trimestre de la grossesse et toutes les restrictions imaginables pour l'allaitement, les influences négatives sur la fertilité et les grossesses planifiées sont évaluées comme inoffensives et sans influence négative. Ce qui a été retenu de la procédure précédente, c'est ce qu'on appelle le suivi, qui consiste à déclarer l'évolution de la grossesse et les éventuels effets secondaires de la vaccination à la pharmacovigilance de Swissmedic dans le système de déclaration ELVIS au moyen d'un questionnaire de suivi. La référence explicite à la situation croissante des données et l'invocation de groupes d'experts internationaux non spécifiés inciteront les personnes qui se préparent soigneusement aux prochains entretiens de conseil à jeter également un coup d'œil aux études mentionnées, comme cela a été obligatoirement pratiqué dans les études de médecine et dans la préparation des thèses de doctorat scientifique. La possibilité d'acquérir des connaissances plus approfondies en analysant les études relatives à la recommandation donnée par STIKO et Swissmedic pourrait permettre aux médecins de répondre de manière compétente aux questions anxieuses des femmes enceintes lors de l'entretien de conseil. L'étude de référence pour évaluer les risques du Covid-19 pour les femmes enceintes est celle du Dr John Alloté de l'Université de Birmingham, qui travaille en étroite collaboration avec l'OMS, étude publiée en septembre 2020. Pour cette méta-analyse, 22 247 articles non pertinents ont été filtrés sur 130 523 des bases de données. Sur les 690 articles dont la conception répondait aux normes d'études, 192 études ont finalement été sélectionnées, fournissant des informations sur 64 676 femmes enceintes et 569 981 femmes non enceintes en âge de procréer. En ce qui concerne les informations sur les résultats de Covid-19, il restait finalement 95 études à analyser. Comme toujours, j'ai mis en lien toutes les références pour un examen détaillé de cette analyse. Je ne résume ici que les conclusions de l'étude qui concernent le risque que représente le Covid-19 pour les femmes enceintes. Au premier abord, la phrase selon laquelle les femmes enceintes présentent moins souvent des symptômes tels que fièvre, essoufflement et douleurs musculaires est surprenante, mais dans la même phrase, l'évaluation des risques se tourne immédiatement vers le fait que les femmes enceintes sont plus susceptibles d'être admises en soins intensifs et ont plus souvent besoin d'une ventilation invasive, c'est-à-dire qu'elles ont une évolution plus grave que les femmes non enceintes. Cette affirmation est contradictoire dans la mesure où l'admission dans une unité de soins intensifs n'est concevable qu'en raison de symptômes graves.
Cela peut manquer de logique interne d'un point de vue médical, mais d'un point de vue purement statistique, ces déclarations semblent être indépendantes les unes des autres. Le fait que ces études proviennent principalement de la zone américaine et non de la zone européenne devient particulièrement clair du fait de l'ethnie non blanche lorsqu'on énumère les autres facteurs de risque. En outre, l'hypertension artérielle chronique, le diabète préexistant, l'âge maternel élevé et un indice de masse corporelle élevé figurent parmi les facteurs de risque de Covid-19 grave, en plus d'être des facteurs de risque pour tous les autres types de complications de la grossesse. On ne peut donc pas en déduire un risque uniquement dû au Covid-19. Lorsque l'on regarde la publication et les réponses à l'étude, une question critique du Dr Hanna attire l'attention, soulignant des erreurs dans le calcul des pourcentages d'admission en unités de soins intensifs. Ici, l'étude calcule un taux de 2,13 et selon les étapes de calcul méticuleusement tracées par le Dr Hanna, le résultat est un taux de 1,073, c'est-à-dire moins de la moitié. D'autres incohérences des taux, qui diffèrent d'une page à l'autre du rapport d'étude, sont signalées et le calcul des taux de risque pour la défaillance grave d'un organe qui se produit avec une fréquence de 0 est qualifié de douteux. Les auteurs de l'étude n'ont pas encore répondu à la demande urgente de clarification des questions et de correction des éventuelles erreurs du rapport. Le Dr Hanna note de manière critique que cette étude est essentielle pour conseiller les patientes sur le risque de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 et qu'elle ne peut s'y fier au vu des incohérences divulguées. On pourrait s'étonner qu'en août 2020, plus de 64 000 femmes enceintes dans le monde aient déjà été vaccinées à titre expérimental, sans recommandation de vaccination ni inclusion dans des études. On peut également s'étonner de la formation offerte par 4 employés de l'université de Birmingham sur la vaccination des femmes enceintes et du personnel médical qui s'en occupe le 20 mars 2021. Nous avons compilé d'autres sources et matériaux dans le PDF de cette vidéo sur d'autres études sur les femmes enceintes, telles que celles actuellement menées par Pfizer-BioNTech et Moderna, qui se termineront respectivement le 15 octobre 2020 et le 6 janvier 2024, et pour lesquelles des accords doivent apparemment avoir été conclus avec les détenteurs des licences. Passons maintenant à l'analyse bénéfice-risque. Le site embryotox.de de la Charité de Berlin, que j'ai mentionné précédemment, fournit des informations spécialisées sur toutes les questions relatives aux médicaments pendant la grossesse. Les principes de l'analyse individuelle spéciale des bénéfices et des risques potentiels de chaque médicament sont présentés ici et doivent être pris en compte autant pour la femme enceinte que pour l'enfant à naître. Il est également souligné que les alternatives thérapeutiques, y compris non médicamenteuses, doivent être incluses dans le conseil en vue d'un bon état de santé de la future mère. Avec beaucoup d'empathie pour la situation particulière de la grossesse soumise à des préférences, des objectifs et des valeurs individuelles et qui à cet égard diffèrent fondamentalement des situations cliniques habituelles, on souligne l'absolue nécessité d'une prise de décision participative avec évaluation des bénéfices et des risques de chaque thérapie pour le cas individuel concret. Seule une indication thérapeutique sans ambiguïté peut donc fonder une décision de toute thérapie médicamenteuse pendant la grossesse, ce qui permet aux experts de la charité de se démarquer clairement de la soumission à une recommandation générale. Ici, les principes sont fixés pour toute consultation et décision médicale de façon prudente et responsable. Ensuite, il existe une déclaration sur les vaccins qui cite des changements immunologiques pendant la grossesse qui entraîneraient un risque maternel accru d'infections et de complications associées. Ici, la protection des femmes enceintes par la vaccination contre les risques d'infection est soulignée pour le risque de complications graves, par exemple de la grippe, de la rougeole ou de la varicelle, mais il est néanmoins conseillé de ne pas effectuer de vaccination systématique, en particulier pendant la grossesse, mais de les envisager s'il existe un risque élevé d'exposition. Pour ce qui est de la vaccination Covid-19, l'équipe d'Ombritox s'abstient d'une déclaration et d'une évaluation générale et renvoie au communiqué de presse de la STIKO du 10 septembre déjà discuté. Il convient toutefois de souligner qu'en principe, une évaluation individuelle est fondée sur des preuves du rapport bénéfice-risque doit toujours être effectuée pour toutes les vaccinations liées à une grossesse en tenant compte du risque réel d'exposition professionnelle ou sociale,
ainsi que des éventuelles maladies concomitantes. Il faut savoir que la responsabilité finale n'incombe pas aux communiqués de presse, aux évaluations générales des équipes d'experts ou aux spécifications d'institutions, mais bien aux médecins consultants de confiance sur place à qui l'on demande d'intégrer ses connaissances et ses conclusions sur ces interrelations dans ses considérations et ses recommandations. Parce que c'est bien le médecin qui effectue l'acte qui est au final juridiquement responsable. Pour l'évaluation du risque de Covid-19 grave chez les femmes en âge de procréer, âge que j'ai réduit ici de 20 à 49 ans, voici maintenant quelques données sur le Covid-19 en comparaison avec les hospitalisations suite à des infections des voies respiratoires au cours des années précédentes en Suisse. Nous avons compilé les complications et les symptômes des Covid sévères comme la septicémie, la pneumonie, etc. à partir des rapports de l'OFS sur les statistiques médicales des personnes hospitalisées au cours des 10 années précédentes. Les formes graves de la grippe, etc. ont également été désignées comme un risque particulier durant la grossesse par Ombritox, de sorte qu'une comparaison est ici appropriée. Toutes les années précédentes, les maladies respiratoires graves avec hospitalisation chez les femmes en âge de procréer étaient en moyenne de 2794 de 2010 à 2019. En comparaison, le nombre d'hospitalisations avec un test PCR positif était de 911 en 2020 et de 1171 en 2021, ce qui pourrait statistiquement s'insérer parmi les autres infections respiratoires pour lesquelles un rapport ne sera remis que fin novembre. Ce graphique montre le rôle joué par les complications de la grossesse et notamment la perte de l'enfant les années précédentes dans les hospitalisations. Les chiffres absolus montrent une forte augmentation de la somme des complications de 2010 à 2015, alors que la fausse couche présente une nette tendance à la baisse. Ainsi, les complications pour les femmes en âge de procréer ont toujours joué un rôle majeur dans la surveillance et les soins attentifs aux femmes enceintes, tant en ce qui concerne les infections respiratoires que le large éventail de complications possibles au cours de la grossesse. Maintenant, en utilisant les données de 2020, je souhaite calculer le risque statistique d'hospitalisation suite au Covid-19 qui touchera une femme enceinte dans la tranche d'âge de 20 à 49 ans. Le nombre total d'hospitalisations Covid pour ce groupe d'âge a été de 1822. Comme il n'existe pas de statistiques distinctes pour les femmes et les hommes en fonction de l'âge, je les ai convertis proportionnellement aux femmes et aux hommes, de sorte que 899 hospitalisations relèveraient du groupe d'âge des femmes. Des 32 décès Covid, 16 relèveraient proportionnellement des femmes. Pour 2020, les statistiques sur les naissances sont disponibles et ajoutées aux fausses couches de 2019, le nombre approximatif de grossesses est de 89 531. Par rapport au nombre total de femmes de cette tranche d'âge, il y aurait une proportion purement statistique de 47 femmes qui seraient concernées par une hospitalisation et 0,82 qui risqueraient de mourir à cause du Covid-19. Bien entendu, cela ne tient pas compte du fait qu'il existe des concepts spéciaux de protection pour les femmes enceintes dans leur travail et qu'elles peuvent être retirées de leur environnement social et donc bénéficier d'une protection spéciale en cas de risque plus élevé en prenant un congé maladie plus long. Ce sont tous des aspects qui doivent jouer un rôle dans l'évaluation individuelle des risques par le médecin. L'évaluation du risque doit être mise en balance avec les avantages de la protection de la femme enceinte par le vaccin. À cet effet, les comités consultatifs de STICO et de Swissmedic, ainsi que les associations de gynécologues, doivent certainement s'intéresser aux études et aux évaluations des fabricants encore plus que les médecins eux-mêmes. Nous examinons ici les informations sur le vaccin Comirnaty de la société BioNTech homologuée en Suisse et en Allemagne. La base des évaluations pour la grossesse qui a été expressément exclue des études d'homologation sont donc des études sur les animaux qui, selon le fabricant, n'auraient pas montré d'effets nocifs. Par conséquent, aucune déclaration ne peut être faite quant au passage de la substance active dans le lait maternel. Compte tenu de cette situation de données insuffisante sur la base des études d'approbation, l'indication importante pour les questions de responsabilité est que l'administration pendant la grossesse devra être envisagée uniquement lorsque le bénéfice potentiel l'emporte sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus. Une autre étude récente, également citée dans la recommandation de vaccination actuelle, évaluant la sécurité des vaccins ARNM en général, a été publiée dans le New England Journal of Medicine le 17 juin 2021.
Bien qu'elle ne fasse référence qu'à quelques données disponibles et à divers effets secondaires, elle conclut qu'il n'y a pas de signaux de sécurité évidents chez les personnes enceintes. Il est mentionné, et il ne faudrait pas l'oublier, que d'autres études à long terme sont nécessaires, notamment l'observation d'un grand nombre de femmes vaccinées plus tôt dans la grossesse, afin de fournir des informations sur les résultats pour les mères, les femmes enceintes et les nourrissons. Le fait que la recommandation actuelle suggère une vaccination au cours du deuxième trimestre, que les fabricants n'aient pas réalisé leurs propres études d'enregistrement chez les femmes enceintes, mais qu'ils supposent implicitement que les femmes seront néanmoins vaccinées au premier stade de la grossesse, laisse perplexe. Ainsi, au final, des expériences qui violent le code de Nuremberg sont menées sur la population. Dans le contexte d'une décision médicale engagée et des soins de la future mère et de son enfant, l'évaluation des risques des vaccins est également très importante. Les médecins ne reçoivent pas seulement la recommandation générale de la STIKO, mais sont également confrontés à une série de lettres dites main rouge de la Commission des médicaments de la profession médicale allemande, qui émettent chacune des avertissements actuels sur les complications possibles des vaccins Covid-19. Les titres de 8 de ces lettres sont présentés ici à titre d'exemple. Toutes ont en commun l'avertissement de faire attention aux complications dues à un risque accru de thrombose en combinaison avec la thrombocytopénie, c'est-à-dire la réduction du nombre de plaquettes dans le sang. Cela ne manquera pas d'alerter les gynécologues expérimentés qui connaissent bien le risque accru de thrombose pendant la grossesse. Durant cette période, le corps se protège d'une perte de sang trop importante à la naissance en coagulant plus le sang et le risque de thrombose est jusqu'à 10 fois plus élevé. Là encore, d'autres facteurs augmentent encore ce risque, comme l'obésité et l'hypertension artérielle, qui devraient déjà nous être très familiers en tant que risque de Covid grave. Même le diagnostic de la thrombose chez les femmes enceintes est soumis à des risques particuliers. Si par conséquent il existe un risque pour les deux complications, l'évaluation individuelle de la part du médecin ne peut certainement pas être réalisée en imprimant une ordonnance de routine et à mon avis, il est inconcevable que cela puisse être fait par exemple dans un centre de vaccination dans le cadre de vaccination en série. Ainsi, la seule aide pour le médecin au niveau d'éducation élevé qui cherche des conseils est un regard supplémentaire sur les rapports de sécurité des instituts nationaux pour la sécurité des médicaments, chargés de signaler aussi les effets secondaires des vaccinations. En Suisse, 2161 effets secondaires graves et 137 décès sont signalés comme des cas suspects sur 5 millions de personnes vaccinées au moins une fois. Cela signifie que le nombre d'effets secondaires de la vaccination signalés est 3,34 fois plus élevé que la somme de tous les rapports des différents vaccins des 9 années précédentes. En ce qui concerne les décès, Swissmedic écrit le 3 septembre dans son rapport, dans une sorte de mise en garde, que malgré une association temporelle, il n'y avait dans aucun cas de preuve concrète que la vaccination était la cause du décès. Ce manque de preuves signifie toutefois que Swissmedic ne remplit pas son obligation d'élucider les causes concrètes de décès afin de garantir la sécurité des médicaments, par exemple en ordonnant un examen post-mortem. Cette référence défensive à sa propre ignorance figure dans les rapports de sécurité depuis le début et à ce jour, pas un seul décès n'a fait l'objet d'une enquête pour établir un lien avec la vaccination. L'inaction dans la clarification causale des rapports de suspicion grave laisse planer des doutes sur une évaluation fiable de la sécurité par les médecins qui s'efforcent ici de clarifier des questions que les personnes concernées se posent sans hésiter. Le comportement en matière de rapport est très différent à l'EMA où nous évaluons régulièrement les statuts des données des rapports de sécurité. Une comparaison avec les rapports nationaux de sécurité montre un écart de 132% entre le rapport national et les cas suspects signalés à l'EMA. Nos propres demandes de presse concernant cette pratique inadéquate ont finalement été rejetées par des commentaires hors sujet. Ainsi, comme en Suisse, on peut supposer qu'un grand nombre de cas non signalés sont à l'origine des chiffres de l'EMA. L'évaluation des effets indésirables en rapport avec la grossesse, qui ne sont pas du tout différenciés chez Swissmedic, donne lieu à 3804 déclarations de cas à l'EMA, dont 2095 en rapport avec la grossesse, l'accouchement ou la période puerpérale et 1731 en rapport avec l'allaitement, et ce dans une phase où il n'y avait pas encore de recommandation de vaccination pour les femmes enceintes.
On peut voir à droite l'évolution temporelle des rapports des différents vaccins et à gauche la proportion de réactions par vaccin, bien que ceux-ci soient également utilisés dans des proportions très différentes. L'importance est attachée aux 1515 événements indésirables graves qui comprennent des dommages permanents et aux 15 décès attribués au groupe d'âge moyen. La relation avec le nombre de vaccinations ne peut être montrée car elle n'est pas documentée dans l'état des rapports et l'attribution exacte à certains chiffres de population n'est pas possible car aucune information n'est donnée sur l'origine exacte des données de déclaration. Cette situation de données tout à fait discutable sur les effets secondaires graves de la vaccination n'apporte ni confiance ni soutien à l'évaluation du risque médical. En outre, il existe également des avertissements internes isolés qui pourraient éventuellement conduire à une incertitude supplémentaire. Je vais donc délibérément jeter un coup d'œil sur l'attitude personnelle du médecin d'une clinique spécialisée Covid, qui serait certainement compté parmi les opposants à la vaccination et donc les théoriciens de la conspiration confondus par le journal Blick. Il ne s'agit pas de faire la publicité de cette attitude, mais ceux qui ont écouté la conférence jusqu'à présent peuvent se demander si les principes établis par Ambritox pour l'évaluation individuelle des risques et des avantages sur la base d'une indication de traitement claire sont ici pris en compte. Citation. Par principe, je ne vaccine pas les femmes enceintes. J'ai également lu dans la littérature que les vaccins génétiques peuvent entraîner des malformations et je suis donc extrêmement prudente. Dans le cas des femmes qui allaitent uniquement après une consultation détaillée et uniquement sur leur souhait express. Je recommande toujours aux femmes enceintes de faire des promenades modérées au grand air car la marche est également bonne pour le bébé. De réduire le stress, par exemple par le yoga et la méditation, car chaque fois que la femme enceinte entre dans un état de calme, c'est également bon pour le bébé. Si elles aiment la musique classique, une étude de l'Université de Stockholm montre que cette musique calme, comme Mozart ou Brahms, est bénéfique pour le développement du cerveau du bébé. Je recommande beaucoup de fruits et légumes frais, soigneusement lavés bien sûr. Dans mon entourage, il y a effectivement des jumeaux dont la mère aurait eu la rubéole pendant la grossesse. Ils sont tous deux handicapés. L'un d'entre eux est également presque aveugle. Ils présentent également des changements morphologiques, mais il faut dire que les enfants ont également été retirés à cette mère, entre autres à cause de la consommation de drogue et d'alcool, de sorte qu'il faut envisager 2 causes possibles ou cumulées à ce handicap. Je peux seulement dire sur la base de mon expérience clinique que jusqu'à présent, au cours des 18 derniers mois, dont 15 dans une clinique spécialisée Covid, je n'ai pas vu d'évolution grave du Covid chez une femme enceinte, un jeune adulte, un adolescent ou un enfant. Fin de citation. En conclusion, jetons un coup d'œil. Et ensuite, Swissmedic rend actuellement compte de l'état d'avancement de la discussion sur la nécessité d'une 3e vaccination de rappel, examinée dans le cadre d'une évaluation continue. La procédure d'évaluation concernant les données cliniques soumises pour la collecte d'études cliniques, en particulier sur la sécurité, est similaire à la procédure pour la recommandation de vaccination des femmes enceintes. L'examen de l'efficacité réelle des vaccinations est ici incompréhensiblement ignoré. L'ASTICO en Allemagne est également prudente en ce moment, comme elle l'était auparavant avec l'évaluation de la sécurité pour les enfants et les femmes enceintes. Mais elle est soumise à une pression véhémente de la Conférence des ministres de la Santé qui recommande déjà des rappels pour les soins préventifs dans les maisons de retraite et autres institutions, y compris pour des groupes de personnes qui sont même exclus de ceux recommandés par le fabricant dans ses instructions. Le fait que d'autres études soient actuellement menées à plein régime, par exemple chez les femmes enceintes, dans le cadre d'une application directe dans de larges couches de la population, qui ne génère aucun coût pour les fabricants, mais où il s'agit d'enregistrer des complications non négligeables, ne surprendra probablement pas au vu des décisions prises jusqu'à présent. Comme toujours, nous vous laissons le soin de l'évaluation finale, en espérant avoir rassemblé quelques éléments de réflexion et de contexte de base pour une évaluation individuelle responsable des bénéfices et des risques concernant la décision pour ou contre la vaccination d'une future mère. Si les rédacteurs du Blick daignent se pencher sur un tel examen différencié et détaillé du large éventail d'aspects pertinents pour la décision, ils sont cordialement invités à une session de recherche conjointe. Pour approfondir le sujet, vous trouverez à disposition en téléchargement dans le canal Telegram les diapositives liées ainsi que toutes les références. Si vous aimez cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos.
À très bientôt.